Bonjour à tous, donc je me présente Annie Kayat-Tissier pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis avocat depuis 25 ans. Je suis spécialiste en droit commercial des affaires et de la concurrence, mais je fais également de la propriété intellectuelle et notamment j'interviens en matière de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. C'est dans ce cadre que j'ai eu à conseiller certains de mes clients en matière de nom de domaine, d'où l'idée de cet atelier aujourd'hui qui a pour thème les bonnes pratiques pour le choix, l'acquisition et l'exploitation de vos noms de domaine. Donc, mes conseils aujourd'hui vont avoir pour objectif de vous aider d'abord à bien choisir votre nom de domaine afin de pouvoir l'exploiter sereinement. Je vous donnerai également les bonnes pratiques à avoir pour l'exploitation une fois que votre nom de domaine est choisi. Donc, les bonnes pratiques à avoir pour l'exploitation de vos noms de domaine et les rendre plus forts. Je vous rappellerai ensuite les procédures qui existent, judiciaires et extrajudiciaires, pour vous permettre de vous défendre contre un tiers qui porterait atteinte à votre nom de domaine. En effet, donc là je vais aborder très brièvement, mais je reviendrai ensuite sur les actions en contrefaçon, c'est-à-dire que si vous avez déposé votre nom de domaine à titre de marque, vous avez une propriété sur votre nom de domaine qui vous permet de poursuivre une personne, une entreprise qui déposerait un nom de domaine identique ou similaire, et je vous expliquerai également la différence entre identique et similaire à votre nom de domaine. Et si vous n'avez pas déposé votre nom de domaine à titre de marque, eh ben, vous avez encore la concurrence déloyale, le parasitisme, s'il y a une similitude avec votre nom de domaine vis-à-vis d'un autre nom de domaine, d'une dénomination sociale, avec un autre signe distinctif. Donc, tout ça va être traité afin que vous puissiez vraiment comprendre l'enjeu pour vous de choisir un nom de domaine valable, alors techniquement et juridiquement, et je vous parlerai de façon rapide, mais quand même, de la réforme du droit des marques de 2019, qui est très importante et qui vous permet désormais, sous certaines conditions, de vous opposer au dépôt d'une marque par un tiers qui pourrait créer une confusion avec votre nom de domaine, même si celui-ci n'a pas été déposé à titre de marque. Donc, bref rappel sur le nom de domaine. Alors, le nom de domaine, c'est un signe distinctif qui sert à désigner un site Internet et ses pages web. En 2020, il y avait plus de 370 millions de noms de domaine enregistrés dans le monde. Donc, c'est quelque chose d'énorme. On voit qu'il va y avoir des noms de domaine qui vont déjà être pris, des noms de domaine qui vont être similaires à celui que vous aimeriez prendre pour désigner votre site Internet. Je vais faire aussi un rappel sur la nature du nom de domaine, la nature juridique. Alors, le nom de domaine se distingue de la marque, car comme je l'ai dit, ce n'est pas un titre de propriété industrielle. Il n'est pas protégé par une action en contrefaçon, sauf s'il est déposé à titre de marque. Le nom de domaine peut également se distinguer de la dénomination sociale ou du nom commercial de votre société, car il n'identifie pas nécessairement votre entreprise ou son fonds de commerce, mais vous pouvez également choisir d'avoir un nom de domaine qui correspond à votre marque, qui correspond à la dénomination sociale de votre société pour que tous les signes distinctifs de votre entreprise aient une unicité. Et généralement, c'est ce qu'on conseille. C'est-à-dire qu'avant même, moi, je crée des sociétés, j'aide à la création des sociétés. Quand je fais des statuts et qu'on a le choix, que je conseille mes clients sur la dénomination sociale de l'entreprise, mon premier réflexe et mon premier conseil, c'est de dire, vous allez appeler votre société Tartampion. C'est peut-être intéressant de vérifier si un site Internet que vous créeriez ensuite avec le mot Tartampion, c'est possible. Donc, vérifiez avant même de nommer votre société ou avant même de déposer une marque pour vos produits, de bien vérifier que vous pourrez utiliser le même terme en nom de domaine. Parce que comme ça, les clients, c'est beaucoup plus facile pour les clients de vous repérer sur Internet.
Autre principe, le nom de domaine profite à celui qui en demande le premier, la réservation. C'est le premier arrivé, premier servi. Il faut savoir qu'il y a une impossibilité de réserver un nom de domaine identique à un nom de domaine préexistant, fût-ce pour désigner un site objet avec un objet très différent. Alors, cette unicité n'existe toutefois qu'en cas de conflit avec un nom de domaine strictement identique, composé du même radical et de la même extension. Bonjour. Bonjour, Vincent. Merci. Bonjour. Bonjour. Désolé du retard. Non, mais... Il y a dû changer de moyen de locomotion en dernière minute. Hop. Alors, à l'inverse, si vous déposez un nom de domaine postérieur en changeant simplement une lettre du nom ou encore en adoptant le même nom mais en l'assortissant d'une extension différente, .fr au lieu de .com, la coexistence en principe des deux noms de domaine devient techniquement possible. Je parle de techniquement parce que juridiquement, même si vous changez l'extension, même si un nom de domaine en prenant un radical identique, ou que vous mettez un tiret là où il n'y a pas un tiret sur un autre nom de domaine, alors que phonétiquement, ça a exactement le même son, là, juridiquement, il y aura des difficultés et on pourra contrecarrer ce dépôt. Si votre nom de domaine est disponible, c'est-à-dire si après avoir vérifié sur le site de l'AFNIC, qui est l'organisme qui se charge des dépôts de nom de domaine .fr, .re, en tous les cas .yt, pour tous les extensions sur les territoires d'outre-mer. Donc, vous avez un moteur de recherche, vous mettez le nom de domaine que vous avez choisi, et là, ça va être à l'identique. Donc, on va vous dire si ce nom de domaine a déjà été réservé, mais il faut qu'il soit écrit exactement pareil. Si ce n'est pas le cas, il est censé être disponible, mais je vous expliquerai quand même que sur la disponibilité, je vous déconseille de vous limiter à une simple recherche sur le site, sur le moteur de recherche du site de l'AFNIC. Il vaut mieux aller sur le site de l'INPI et je vous expliquerai pourquoi c'est beaucoup mieux et pourquoi ça va beaucoup plus vous protéger. Donc, on part du principe que le nom de domaine que vous souhaitez utiliser pour votre site est disponible. Donc, les démarches sont relativement simples pour la réservation. C'est rapide, c'est peu onéreux. Vous allez aller, il y a 400 bureaux d'enregistrement pour les .fr, .re, .yt. Vous allez en contacter un. Vous allez enregistrer votre nom de domaine. Moi, j'avais pris OVH. Le nom de mon site internet, c'est avocat-kayak-tissier.fr. Donc, l'enregistrement a été rapide puisque c'était mon nom, avocat. Il n'y a pas eu de problème de disponibilité. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs organismes qui sont chargés de la gestion des noms de domaine. Il y a l'AFNIC pour les extensions avec .re, .fr. On a l'EURIT pour les .eu. On a l'ICANN pour les .com, les .net, les .org. Donc, il est important de vous adresser au bon bureau d'enregistrement pour choisir, pour pouvoir réserver vos noms de domaine, sachant que si vous allez sur un bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC, vous ne pourrez pas déposer une extension .eu. Il faudra bien vérifier le bureau d'enregistrement compétent. Alors ça, c'est en théorie, c'est-à-dire c'est simple, c'est rapide, c'est peu cher, mais généralement, c'est beaucoup plus complexe pour choisir un nom de domaine et pour pouvoir le réserver dès que vous avez envie d'y inclure un ou plusieurs mots-clés concurrentiels. Là, il y a des personnes qui réservent, des personnes, même des sociétés, qui ont pour activité de réserver plein de noms de domaine avec des caractères génériques, descriptifs, avec des éléments très concurrentiels pour pouvoir ensuite les revendre.
Et là, on parle d'un second marché. Il y a le premier marché, c'est le marché où j'ai mon nom de domaine, je vérifie, personne ne l'a réservé, je le réserve, je le fais enregistrer. Et puis, il y a un second marché où vous avez envie d'un nom de domaine qui correspond exactement alors à votre activité, qui est attrayant, qui se rapproche de votre marque ou du nom de votre société. Et là, c'est déjà pris. Et donc, il faut demander l'achat à la personne qui a réservé ce nom de domaine en lui disant moi, je suis d'accord pour vous l'acheter. Et les prix peuvent grimper et peuvent être extrêmement chers. J'ai parlé du second marché. Vous verrez également un peu plus loin, quand je parlerai des pratiques abusives et comment vous protéger, que le second marché, ça peut être également des pratiques abusives, du cybersquatting. Et là, on a des moyens juridiques pour contrer ces contrefacteurs, ces imitateurs, ces parasites par des actions extrajudiciaires et judiciaires. Ça sera la fin de mon exposé avec des actions référées, des actions au fond. Alors, s'agissant de mes premières recommandations dans le choix de vos noms de domaine, il est impératif, avant leur enregistrement, de voir s'ils sont valables tant techniquement que juridiquement. Parce que si vous enregistrez un nom de domaine qui n'est pas valable juridiquement et techniquement, vous ne pourrez pas le protéger. Et il faut savoir également qu'on n'est pas en matière de dépôt de marque, il n'y a pas de contrôle de la part des bureaux d'enregistrement. Donc, on peut très bien vous laisser déposer, dans tous les cas, faire enregistrer un nom de domaine où ça serait, alors vous commercialisez du bois précieux, du bois exotique, vous pourriez très bien avoir un nom de domaine qui serait www.exotique.fr. Ça vaut que chi. Il y a un jugement qui dit quand on a un site qui décrit le produit, ce n'est pas valable. Vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un qui prendrait boisexotique.com parce que c'est générique, c'est descriptif et vous avez le droit, tout le monde a le droit d'utiliser ces termes. Il ne peut pas y avoir d'appropriation. Donc, je reviens au nom de domaine techniquement valable. Juste une petite question technique. Si je comprends bien, ça veut dire que plusieurs personnes peuvent déposer le même nom de domaine et l'utiliser en même temps? Oui, l'utiliser en même temps, mais c'est quoi l'intérêt pour l'entreprise de le faire? Sans voir l'intérêt, juste l'aspect technique. Oui, avec une extension différente ou un trait d'union. Alors, il y a un arrêt fameux sur servicefunéraire.com et service-funéraire.com. Et bien entendu, les deux sites ont été déclarés descriptifs et ils se court-circuitaient, mais personne ne pouvait attaquer l'autre, puisque c'était des termes descriptifs et tout le monde, des termes génériques, et tout le monde a le droit de les utiliser. Donc, pour la personne qui dépose le nom de domaine, c'est catastrophique. Donc, moi, en tant qu'avocate, mon rôle, quand quelqu'un vient me voir en me disant « Écoutez, maître, voilà, je voudrais déposer ce nom de domaine », c'est d'attirer tout de suite son attention là-dessus en lui disant si vous mettez salon de coiffure.com, là, vous allez avoir de vrais soucis. Crêperie.com également. Par contre, si vous mettez 1, 2, 3 crêperie bretonne, pourtant on décrit une crêperie, bretonne.fr, on est bon. Pourquoi? Parce qu'on a mis 1, 2, 3. Et là, on rend le nom de domaine distinctif. C'est très important. Mais ne jamais se contenter d'avoir qu'un nom de domaine qui décrit le service ou les produits que vous allez vendre. Alors, sur les noms de domaine techniquement possibles, il y a des contraintes techniques qui vont toucher tant le radical, c'est-à-dire le nom de domaine. Alors, moi, mon radical sur mon site, c'est avocat-kayak-tissier, que l'extension du nom de domaine. L'extension du nom de domaine, c'est .fr, .com, moi, j'ai choisi .fr car j'ai des clients, j'aurais pu choisir .re, mais ça ne correspondait pas à mon activité. J'ai été pendant 21 ans avocat à Paris, donc j'ai des clients qui sont à Paris, mais j'ai des clients à La Réunion, j'ai des clients à Mayotte et j'ai aussi des clients en Polynésie française. Donc, le mieux pour moi, c'était de ne pas mettre .re, mais de coller à mon activité qui couvre la France métropolitaine et ses dom-toms. Donc, ça aussi, il faut réfléchir à l'intérêt de l'extension que vous allez choisir.
Donc, s'agissant du choix du radical, c'est-à-dire le nom du nom de domaine, vous avez deux choix possibles. Soit vous choisissez un nom de domaine standard, et je vais vous expliquer ce que c'est, soit un nom de domaine internationalisé. Et à chaque fois, votre choix doit être guidé par la cible. Votre nom de domaine touche qui? Quel rayonnement vous voulez donner à votre site internet? Donc, si vous choisissez un nom de domaine standard, donc là, j'ai apporté pour ceux qui sont là en présentiel la charte de nommage de l'AFNIC. Il faut que vous preniez, le premier réflexe, c'est de regarder quel est l'office qui gère le nom de domaine que vous allez choisir. Donc, si vous choisissez .fr, .re, .yt, vous allez sur le site de l'AFNIC et vous allez imprimer la charte de nommage. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des contraintes. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de payer des conseils en propriété intellectuelle ou en communication qui vous font des noms de domaines alambiqués si au bout du bout, techniquement, vous ne pouvez pas les déposer. Parce que là, il y aura un refus catégorique. Donc, si vous prenez un nom de domaine standard, alors, ces chartes exigent, et notamment celle de l'AFNIC, un nombre maximal de signes, pas plus de 63 caractères. Alors, ça paraît énorme comme ça, mais pas plus de 63 caractères. Vous n'avez pas le droit d'aller au-delà pour votre nom de domaine. Également, si vous choisissez un nom de domaine standard, ça ne peut être que des chiffres que vous prenez, des tirets, des lettres latines en caractères majuscules ou minuscules et sans accentuation. Donc, vous pouvez être limité et puis quelquefois, un accent ou même si vous avez un site qui est tourné vers la Chine, vers la Chine, l'Inde, vers l'Angleterre, vous avez peut-être envie d'utiliser un autre alphabet que les lettres latines. Donc, depuis 2003, donc ça, c'est votre choix. Premier choix, un nom de domaine standard. Deuxième possibilité, vous pouvez choisir un IDN, c'est-à-dire un nom de domaine internationalisé. Et ça, de plus en plus, on peut le faire. Alors, il s'agit de noms de domaine comprenant des caractères en dehors des lettres latines. Vous pouvez bien entendu utiliser les lettres latines de A à Z, en dehors des chiffres compris entre 0 et 9 et des traits d'union. Donc, vous pouvez mettre des accents, vous pouvez utiliser l'alphabet asiatique, cyrillique, scandinave, hispanique. On emploie des accents et cela peut concerner des noms de domaine en .fr et en .re. Et la charte de nommage de l'AFNIC vous explique les termes qui sont utilisés et que vous pouvez… Bonjour. Les termes qui sont utilisés, autorisés et que vous pouvez employer. Donc, une fois que vous avez choisi votre nom de domaine, en faisant ce choix, c'est-à-dire soit standard, soit internationalisé, il faut que vous choisissiez votre extension. Et l'extension a énormément d'importance. Et là également, alors, premier conseil sur l'extension, moi, je vous recommande de choisir un maximum d'extensions pour vos noms de domaine. Même si c'est que .fr, .re, non, vous allez déposer .com, vous allez déposer .com, .net, tout ça pour éviter qu'il y ait des noms de domaine satellites concurrents qui viennent et qui prennent exactement votre nom de domaine, mais au lieu de mettre .com, qui mettent .fr. Vous voyez, moi, je ne suis qu'une simple avocate et j'ai déposé avocat-kayat-tissier.com, .fr, .re, alors que mon site n'utilise que l'extension .fr. Tout ça encore pour limiter tout ce qui peut être copiage, parasitisme. Bon. En matière d'extension, vous avez le choix entre deux grandes catégories. Et là encore, il faut bien réfléchir. Vous avez les extensions génériques et les extensions géographiques. Alors, les extensions génériques, c'est pour décrire plus ou moins l'objet du site. Donc, il y en a une vingtaine. Donc, les plus célèbres sont .com, censés désigner des sites à vocation commerciale,
Ça, c'est vraiment le summum. En tous les cas, on dit que c'est toujours la meilleure extension. On a .org pour les sites d'organisation et associations en tout genre. Donc, si vous faites du commerce, déposez .org, je ne vois pas trop l'intérêt, sauf à ce que vous ayez une crainte parce que votre nom de domaine est tellement célèbre, connu, que vous avez peur qu'on puisse faire du parasitisme, c'est-à-dire se mettre dans le sillon de votre entreprise pour dire ben, nous, on est une association en partenariat avec cette entreprise-là. Donc oui, ça peut être intéressant. Tout dépend de la renommée de votre société. .edu, ça c'est pour les sites relatifs à l'éducation. Alors moi, je n'ai pas déposé .edu. Hein, .net pour les sites relatifs à l'Internet. Donc moi, j'ai déposé .net, même si je ne l'utilise pas. .biz pour les sites relatifs au business. Donc c'est important de voir, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, vérifiez bien la nécessité ou non de déposer plusieurs extensions. Il y a également, et ça c'est nouveau, c'est très très intéressant, et c'est ce que je conseille de plus en plus à mes clients, une nouvelle catégorie d'extension générique qui a été créée et qui permet à des entreprises et à des personnes publiques, pas aux particuliers, personnes publiques et entreprises, de réserver leur propre extension constituée d'un terme de leur choix, par exemple le nom de leur entreprise. Donc la première société qui a fait ça, ça a été Sony. Donc c'était .sony. Donc ça, c'est vraiment, surtout si vous prenez le nom de votre entreprise, vous l'avez déposé à titre de marque déjà, donc vous êtes protégé, vous prenez l'extension, là c'est vraiment ceinture et bretelles. En tous les cas, si on vient vous parasiter, vous allez être 10 fois plus fort pour pouvoir faire des actions, obtenir la cessation des pratiques illicites, en référé notamment, donc les choses peuvent aller très vite. Donc, vous pouvez choisir le nom de votre entreprise, j'ai pris .sony, un nom géographique, .paris, le nom d'un produit, .iPhone, ou encore un nom générique ou descriptif du type de produit commercialisé, mais là, je déconseille, c'est .auto. Mais attention quand même, quand vous allez choisir ce type d'extension, si vous voulez utiliser .sony et que vous n'avez rien à voir avec Sony, il y a un vrai risque de contrefaçon. Si vous voulez prendre ces nouvelles catégories d'extension générique .paris, parce que vous avez envie d'induire en erreur le consommateur, le client par exemple, vous vendez des chaussures, vous mettez .paris comme extension, alors que pour faire croire que vos chaussures sont fabriquées par une société parisienne, non, mais une société dont le siège social est à Paris, ça se passe beaucoup en matière de mode, de la renommée parisienne. Eh ben, si on peut prouver que c'est une pratique commerciale trompeuse pour les consommateurs, ou même pour vous, c'est-à-dire si c'est un concurrent qui essaye de s'approprier une renommée qu'il n'a pas par rapport à .paris, d'autres, pour des vins également, .bourgogne, .bordeaux, ça a été jugé, eh ben, faites très attention, je vous le déconseille, puisque vous pouvez être poursuivi pour pratique commerciale trompeuse, la sanction, 30 000 € d'amende et jusqu'à 2 ans de prison. Donc, encore une fois, réfléchissez quand vous choisissez un nom de domaine, l'extension, le radical, tout compte. Donc ça, j'ai parlé des extensions génériques pour décrire plus ou moins précisément le produit ou les services. Maintenant, vous avez un deuxième choix possible. Vous pouvez très bien dire, non, l'extension générique, ça ne me convient pas. Moi, ce que je veux, c'est utiliser l'extension géographique. Alors, les extensions géographiques sont composées de 2 lettres qui indiquent le pays ou le groupe de pays d'où est originaire le site. Donc, on a .fr pour les sites français, .re pour les sites réunionnais, .yt pour les sites mahorais, .us pour les sites américains, .eu destiné à identifier les sites originaires d'un État membre de l'Union européenne. En réalité, il y a à peu près 250 extensions géographiques qui représentent à peu près tous les pays existants. Alors, certaines extensions géographiques, ça c'est important, peuvent se subdiviser. C'est le cas notamment de l'extension .fr qui peut être précédée des termes comme .tm. Donc, TM, c'est trait de marque. Donc, on peut mettre
ABCD, ça c'est le nom, .tm, .fr. Pareil avec .gouv. Alors ça, après, je vous expliquerai le .gouv.fr. Maintenant, c'est très réglementé. C'est même un terme qui est réservé, voire interdit. Mais on peut faire des noms de domaine qu'on appelle de deuxième niveau. C'est-à-dire qu'il y a .fr, mais avant, vous allez rajouter un terme. Donc, il y a TM pour trait de marque. Ça peut être votre nom également. Donc là, vous allez mener une extension géographique à une extension générique, mais ce n'est pas vraiment ça. Vous rajoutez un nom qui peut décrire votre activité et vous avez des noms de domaine donc, qui sont rallongés et qui sont encore plus distinctifs puisque vous allez avoir abcd.tm.fr ou abcd.gouv.fr. Tout ça, il y a un panel de choix très intéressant, mais à chaque fois, vous devez vérifier ce qui est le mieux commercialement pour votre société quand vous allez vérifier la validité technique de votre nom de domaine. Donc là, vous avez un nom de domaine qui est techniquement valable, mais ça ne suffit pas. Le plus important, parce que ça, ce n'est pas très, très compliqué, il suffit de se poser 2 secondes. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'apprécier la validité juridique du nom de domaine que vous avez choisi, parce que les sanctions peuvent être très chères. Une contrefaçon, vous êtes poursuivi en contrefaçon, on a le choix entre une action civile, on a le choix aussi pour une action pénale. Et là, les sanctions pénales, on peut aller à des peines de prison. Ce n'est jamais prononcé, c'est hypothétique, mais il peut y avoir des publications de jugement. D'abord, c'est quasiment demandé. Si vous n'avez pas vérifié la validité juridique de votre nom de domaine, il y a vraiment des gros risques pour vous. Donc, qu'est-ce que vous allez vérifier pour être bien sûr que votre nom de domaine est valable? Alors, d'abord, vous allez vérifier qu'il est bien distinctif. Je vous ai dit, et j'ai commencé par ça, un nom de domaine qui emploie des termes trop génériques ou descriptifs, ça vaut rien. Donc, vous allez déposer quelque chose qui ne va pas vous protéger. Ensuite, vous devez vérifier que votre nom de domaine, et à chaque fois, je vais vous donner des exemples précis, ne soit pas contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. On n'a pas le droit de prendre un nom de domaine qui est illicite. Surtout, le risque, c'est que toute personne peut se fonder sur l'article 6 du Code civil, même sans invoquer un préjudice particulier, et faire une action pour demander la suppression de votre nom de domaine. Et quand il est utilisé sur un site, pour votre site Internet, c'est quand même très problématique. Il y a eu des investissements, de la com, et là, il faut tout refaire, puisque votre site Internet ne pourra plus être recherché avec le nom de domaine que vous lui avez donné. Le nom de domaine ne doit pas contenir également des termes réservés ou interdits. Et enfin, et c'est le plus important, il doit être disponible. Alors, tout d'abord, il faut choisir un nom de domaine qui ne décrit pas les produits ou les services proposés sur votre site, car il va être difficilement protégeable. Et il faut savoir que personne, si vous n'allez pas voir un CPI, un conseil en propriété industrielle, ou un avocat où il y a des consultants qui sont spécialisés, personne, quand vous allez déposer, faire enregistrer votre nom de domaine, ce n'est pas l'organisme chargé de l'enregistrer qui va vous dire attention, là, ce que vous faites, ça rime à rien et ça va être 0 et vous risquez d'avoir des soucis. Donc, c'est à vous de vous renseigner, de vous faire conseiller. Donc, je vous avais parlé, par exemple, de www.bois-tropicaux.com. Donc, aucune protection, un procès perdu. Ensuite, il y a eu également un autre procès qui portait sur un site Internet dont le nom de domaine était www.billetredu.com pour un site de vente de places de spectacle à prix réduit. Et donc, les exploitants de ce site Internet avaient fait une action contre un autre site Internet qui s'appelait www.billetredu.fr. Et ils sont perdus. Alors, en effet, les tribunaux considèrent que le réservataire d'un nom de domaine constitué d'un terme générique ou descriptif ne peut rien reprocher à un tiers qui aurait utilisé le même terme afin de désigner des produits, services ou activités identiques ou similaires. Donc ça, c'est un attendu de principe que je vous dis.
C'est l'attendu de la Cour de cassation. Et ça ne date pas de 2015, ça date de 2005. Donc, on n'a même pas, on ne descend pas, on ne monte pas, c'est comme ça. Et donc, ce que dit la Cour de cassation pour justifier cette jurisprudence constante, c'est que ces termes sont considérés comme appartenant au domaine public et doivent rester à la disposition de tous. Je vous avais également parlé de servicefunéraire.fr et du nom de domaine postérieur, service-funéraire.fr. Pareil, rejet de l'action. Votre nom de domaine doit être également conforme aux bonnes mœurs et à l'ordre public, ce qui implique pour vous de vérifier qu'il soit bien licite. On ne peut pas utiliser une expression raciste. Alors, ça paraît évident comme ça, mais il peut y avoir des sites humoristiques. Là, je parlais d'entreprise, mais vous pouvez également avoir un site pour vous, un blog, etc. Bah, vous ne pouvez pas mettre des termes racistes. Vous ne pouvez pas non plus inciter à la pédophilie. Alors, il y a beaucoup de sites Internet, totalement illégaux, qui ont pu être repérés parce que les policiers ont pu vérifier justement en se rendant sur les moteurs de recherche de la FNIC, en tapant un nom de domaine, il y avait inceste-me-voici.fr et donc ils ont pu détecter comme ça des sites Internet qui appelaient à des actes de pédophilie. À l'inverse, a été jugé licite le nom Désir Sexe pour désigner un site érotique, car cela n'a pas été considéré contraire aux bonnes mœurs. Donc, on peut également prendre des noms de domaine qui sont très évocateurs, mais on peut être aussi dans les clous et on peut avoir des noms de domaine valables. Le nom de domaine ne doit pas être trompeur. J'en avais déjà parlé avec les extensions.com. En effet, alors moi je vais vous citer une décision. Montre hors France. Montre hors France a été jugée comme illicite, comme trompeur, parce que les montres qui étaient vendues sur ce site n'étaient pas en or et c'était des montres chinoises. Donc, pratique commerciale trompeuse, il y a eu une association de consommateurs qui s'est manifestée et un procès a été fait et le nom de domaine a été déclaré illicite. Vous ne pouvez pas non plus commettre un abus de droit. Juste une question, je reprends l'exemple que vous venez de donner. Imaginons que ce soit un site qui a été créé en Chine, parce que c'est les vendeurs de Chine. Comment ce site peut être rendu interdit en France, ailleurs la Chine, ce n'est pas forcément un très bon exemple, parce qu'après, je vais parler de tout, comment faire un procès. C'est déjà la compétence. Est-ce que le site est en Chine ? Moi, ma compétence, si je veux assigner ce site pour qu'il enlève son nom de domaine, il faut que je vérifie que le juge français est bien compétent. Et je vous dirai comment on va vérifier les choses. Et si le juge français n'est pas compétent et que vous êtes obligé d'aller faire une action en Chine, ce n'est même pas la peine. C'est-à-dire que moi, j'ai un client qui vient me voir en me disant « j'ai un site chinois, comment je fais ?» Je vais dire, c'est quand même très compliqué, très difficile. Mais là, pour Montre hors France, c'était un site français. Et vous verrez, c'est la cible. Pour déterminer le tribunal compétent, c'est où se trouve le public, vers qui le site est dirigé. Et il y a des règles, effectivement, de droit international pour déterminer la compétence de la juridiction. Vous ne devez pas non plus commettre un abus de droit. Alors, personne n'y pense, mais il y a quand même toute une juridiction sur les galeries d'art. Alors, un abus de droit, c'est que vous allez prendre un nom de domaine, vous allez choisir un nom de domaine en utilisant un patronyme célèbre ou rare afin de bénéficier du prestige de ce nom de domaine. Alors, l'exemple typique, c'est une galerie d'art une galerie d'art un magasin qui vend des croûtes plutôt et qui veut se faire passer pour une galerie d'art et qui prend comme nom de domaine Cézanne Galerie Tableau ou Cézanne Galerie d'art. Et enfin, parce que Cézanne est un peintre célèbre, et en fin de compte, quand on vérifie le site, ce sont des reproductions, des copies de tableaux sous un cadre à 10 €. Donc ça, ce n'est pas possible et il peut y avoir des actions qui sont faites sur plusieurs fondements. Alors, les héritiers de Cézanne, c'était eux qui avaient initié l'action, mais des consommateurs
aurait pu très bien faire une action pour pratique commerciale trompeuse en disant, écoutez, vous nous trompez, on a l'impression que vous êtes une très belle galerie, et puis avec 2-3 beaux tableaux, mais quand on va et qu'on rentre dans votre site, c'est des choses, c'est n'importe quoi. Alors, il faut préciser ici que si le nom de domaine que vous avez choisi est illicite, vous n'allez pas pouvoir le protéger. Ça n'a zéro intérêt. Donc, le juge va refuser de le défendre contre une usurpation. Et puis surtout, et très certainement, il va vous demander d'arrêter la poursuite de son exploitation. En outre, tout tiers, c'est ce que j'avais dit, pourra demander son annulation au visa de l'article 6 du Code civil qui dit qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Ça, c'est donc aucun intérêt de le faire. Important, lorsque vous êtes architecte, lorsque vous êtes avocat, lorsque vous êtes notaire, dans une profession réglementée, il faut vérifier votre règlement intérieur. Vous voyez, moi, en tant qu'avocat, je n'ai pas le droit de mettre avocat, point, droit des affaires. Je suis obligée et je suis sanctionnée si je ne rajoute pas soit mon nom, soit le nom du cabinet, soit une façon abrégée. C'est pour ça que moi, c'est avocat-Kayal-Tissier. Ça, c'est parfaitement valable. Je mets avocat avant ou après mon nom. Mais si j'avais mis avocat-Kayal-Tissier-droit des affaires, ça aurait été valable aussi. Mais pas, voilà, avocat-droit des affaires. Donc, ça, c'est très important. Nous, on risque un blâme. Et puis, si on continue, ça peut être beaucoup plus grave. Donc, bien vérifier lorsque vous avez une profession réglementée, et c'est toujours le cas. Les architectes, c'est pareil, les experts comptables aussi. Donc, bien vérifier vos règles, vos propres règles internes en matière de nom de domaine. Il faut vérifier également si votre nom de domaine ne contient pas des termes interdits ou réservés. C'est très important parce que la DGCRF a vu ses pouvoirs augmenter et la DGCRF maintenant peut faire injonction à la CNIL de supprimer purement et simplement un nom de domaine que vous auriez réservé avec des termes interdits. Alors, par exemple, depuis le 15 septembre 2021, il est interdit d'utiliser comme nom de domaine un nom de domaine donc ABC, voilà, votre nom, -gouv.fr, Pourquoi? Parce qu'on part du principe que ça crée une confusion avec le nom de domaine qui se termine par .gouv.fr, .gouv.re, .gouv.com. Et donc là, si vous avez déposé votre nom de domaine avant le 15 septembre 2021, c'est la date à laquelle ces noms de domaine sont considérés comme interdits, la DGCRF fait des vérifications, ce n'est pas compliqué, elle va là, elle met quelques noms et puis il y a des dénonciations, va faire injonction à la FNIC pour qu'elle bloque votre nom de domaine, le supprime ou encore le transfère à l'autorité compétente. Maintenant, si vous voulez déposer ce nom de domaine depuis le 15 septembre 2021, donc il ne sera pas bloqué, mais vous allez avoir une procédure d'examen de la FNIC qui va vérifier si vous avez le droit de déposer un nom de domaine -gouv.fr. Si vous ne faites pas partie de l'administration, ça sera non. Et donc là, il y aura un contrôle a priori, ce qui est très rare, mais il y aura un contrôle a priori pour dire non, c'est indisponible. Donc, quand vous faites le choix de votre nom de domaine, notamment avec des spécialistes, vérifiez bien et liez bien ce réflexe. Et surtout, vous êtes capables tous de regarder, d'imprimer cette charte de la FNIC et de vérifier vous-même. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, alors c'est très résumé dans cette charte, mais il y est inscrit. Donc, c'est le meilleur pense-bête que vous pouvez avoir. Enfin, vous devez vérifier la disponibilité du nom de domaine choisi. Alors, la disponibilité du signe choisi comme nom de domaine ne fait pas, comme en matière de marque, l'objet d'un examen antérieur à l'enregistrement. Lorsque vous déposez une marque à l'INPI, l'INPI va vérifier si la marque est disponible. Ici, la seule vérification, c'est de voir si le nom de domaine que vous déposez ne correspond pas à un nom de domaine strictement identique.
même radical, au mot près, au trait près, et même extension. Il suffit qu'il y ait, je vous donne l'exemple d'un de mes clients, 123monécole.fr, nom de domaine. Je ne sais pas que 123monécole.fr existe. Je mets 12monécole.fr, ça passe. On me dit qu'il n'y a pas de problème. Sauf que si j'enregistre ce nom de domaine, moi, je suis l'avocate de 123monécole.fr. En plus, 123monécole a été déposé à titre de marque. Je fais une action en contrefaçon. Donc, vous avez, alors là, pour ceux qui sont là, vous avez un moteur de recherche sur le site de la FNIC. Déjà, faites cette recherche, mais pour moi, ça ne vaut rien, pour vérifier qu'il n'y a pas un terme strictement, un nom de domaine strictement identique au vôtre. C'est relativement à jour. Oui, c'est à jour, mais ça ne vaut rien. La vraie recherche, c'est d'aller à l'INPI et de faire une recherche de similarité. Et c'est ce qu'il y a de mieux, ça coûte 150 €. Alors, avant de faire ça, vous pouvez également aller sur Infogreffe pour voir s'il n'y a pas des dénominations sociales, des noms commerciaux, des enseignes qui auraient le même nom de domaine que vous, dont les termes reprendraient les termes que vous souhaitez utiliser pour votre nom de domaine. Vous pouvez également aller sur le site de l'INPI pour faire une recherche à l'identique, mais ça ne vaut rien. Il faut payer, il faut faire l'investissement de payer 150 €. Et là, vous allez faire une recherche par similitude. Et ça veut dire, on va regarder la ressemblance orthographique, la ressemblance phonétique et visuelle. Tout ça est très important. Donc, ça s'appelle recherche, ouvrez les guillemets, de similarité. Juste une question, parce que l'INPI, à ma connaissance, c'est purement français. Donc, vous pouvez également faire une recherche à l'INPI sur tout ce qui est marque européenne. Je crois que c'est 350 €. D'accord. Mais imaginons qu'on enregistre un nom de domaine à l'INPI, alors que je considère moi. Alors, vous ne pouvez pas l'enregistrer sur un nom de domaine à titre de marque. Voilà. À l'INPI, mais qu'une société en Suisse ou en Belgique ou n'importe où enregistre dans l'INPI de son pays. Alors ça, vous avez la possibilité. C'est-à-dire que l'INPI, vous avez deux moteurs de recherche. Un français, où c'est toutes les marques françaises, etc. Mais vous avez un autre moteur de recherche, qui concerne également les similarités avec les marques, nom de société et nom de domaine déposés en Europe. Maintenant, si vous me parlez d'Amérique par rapport aux États-Unis, Canada, il faut prendre un correspondant sur place. Vous ne pouvez pas vous passer de ça. Est-ce qu'une société belge peut enregistrer en Belgique un .fr, par exemple? Parce que vous nous disiez que oui, ici, on peut enregistrer avec .fr, non. Alors, .fr, .eu, oui, je préfère qu'on parle de .eu. C'est-à-dire que… Attends, d'accord, mais vous nous disiez tout à l'heure, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'on pouvait nous déposer avec avec le maximum d'extensions possibles. Donc, est-ce que ça veut dire .fr, oui. Du moment que son site, c'est toujours avoir l'attrait. Sinon, vous commettez un abus. Je suis une société belge. Ma cible, ça peut être des clients français. Donc, j'ai une vraie légitimité à déposer avec .fr. .bg, .re, tout. Mais après, ça va être l'autre partie de mon séminaire, c'est l'abus dans la pratique. C'est-à-dire que si vous faites ça pour pouvoir parasiter, pour pouvoir faire une contrefaçon de marque, faire de la concurrence déloyale à un autre site Internet, et si certaines conditions sont remplies, on va pouvoir vous attaquer. Mais si vous faites une recherche de similarité et que vous voyez que votre nom de domaine a déjà été enregistré par une société belge, là, vous êtes coincé. Oui, d'accord. On prend potentiellement, si on va plus loin, on prend le risque d'avoir un recours. Voilà, d'avoir un recours, sauf si vous avez une marque notoire, sauf s'il y a plein de choses qui vous font penser que c'est quelque chose de malveillant, que c'est quelque chose qui cache des actes de parasitisme, qui cache une contrefaçon, et là, ça sera à vous d'agir. Donc,
vraiment, ça c'est un conseil très important, allez sur le site de l'INPI, faites une recherche de similarité. Je vais vous donner un exemple. Courrèges. Courrèges, c'est une marque de vêtements, Courrèges très renommée, c'est COU2REGE. Vous avez un site, la société Courrèges, donc site courrèges.com, courrèges.fr, Courrèges BG, Courrèges BE, je crois, pour Belgique. Et là, maintenant, vous voulez, vous, avec des vêtements, c'est-à-dire des produits identiques, vous avez bien envie de vous appeler Courrèges parce que ça correspond un peu à votre vie, à votre société, à votre, voilà, vous avez envie de ce nom et puis vous pensez très malin. Et donc, vous vous dites, Courrèges, COU2REGE, c'est pris, moi, je vais faire COU2RAIGE. Si vous vous contentez d'aller sur le moteur de recherche de la FNIC, on va vous dire, allez-y, bingo, c'est bon. Si vous allez sur le moteur de l'INPI en faisant une recherche de similarité, on va vous dire non, on va vous dire qu'il y a un risque. Et le risque est effectivement présent. Donc, c'était en termes de marque, donc j'ai choisi ce modèle, mais la société Courrèges a fait condamner en contrefaçon une société qui avait déposé à titre de marque Courrèges. Ça, c'est important, c'est vraiment la pratique au quotidien. Donc, faites attention. Donc, la recherche dite de similarité permet de prendre en compte les ressemblances, je l'ai dit, mais je vous le répète, visuelles, orthographiques, phonétiques, qui peuvent exister entre les signes que vous avez choisis et ceux qui sont déjà déposés ou enregistrés. Car même s'il n'existe pas de nom identique au vôtre, des noms proches de celui que vous avez choisi peuvent constituer une antériorité et vous conduire à devenir un contrefacteur malgré vous. Vous pouvez être également de bonne foi. Alors, sachez que lorsque vous faites cette recherche à l'INPI sur la similarité, c'est vous qui allez l'interpréter. C'est-à-dire que l'INPI va vous sortir les noms similaires de marques, de noms de domaine et de dénomination sociale. C'est important, hein, ça ne concerne pas que les marques. Et je vous recommande vivement de vous rapprocher d'un CPI ou d'un avocat spécialisé qui va interpréter les résultats que vous ont fourni l'INPI, parce qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous pouvez avoir un nom qui vous convient très bien. L'INPI vous dit non, vous ne pouvez pas parce qu'il y a une vraie similarité. Sauf que si vous allez voir un avocat spécialisé ou un CPI, on va vous dire non, vous rajoutez quelque chose. Vous rajoutez des chiffres, vous rajoutez un prénom. On peut, ne serait-ce qu'avec l'ajout d'un terme, rendre un nom de domaine valable, même si au début, vous pouviez être considéré comme un contrefacteur. Donc, ne vous arrêtez pas non plus à tout ce que vous allez trouver sur le moteur de recherche de similarité de l'INPI. Faites-vous conseiller. Alors, il faut en outre préciser qu'en matière de réservation de nom de domaine, le titulaire d'une antériorité identique ou similaire au nom de domaine déposé ne peut empêcher la réservation de celui-ci s'il diffère, ne serait-ce que d'un signe ou d'une extension. C'est-à-dire, j'ai un client qui vient me voir et qui me dit, écoutez, maître, moi, mon nom de domaine, c'est 123, je pense cet exemple-là, 123 monécole.com. Je viens de vérifier, parce que je vais vous expliquer également les surveillances que vous pouvez mettre. Un bureau, le bureau qui se charge de vérifier si je ne suis pas copiée ou vient de me prévenir qu'il y a un nom de domaine qui vient d'être enregistré et c'est 1-2 mon école. Qu'est-ce que je peux faire puisque ça y est, c'est enregistré, puisque encore une fois, il n'y a pas de contrôle préalable, sauf pour les termes interdits ou réservés, mais sinon, ça peut être enregistré. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tenter quand même d'obtenir à la FNIC, et je vous expliquerai, ce sont les procédures extrajudiciaires. Donc, vous allez vous adresser, mais je vais y revenir à la FNIC, vous allez écrire à la FNIC, en tous les cas, vous allez saisir la FNIC sur son site pour demander l'interdiction du nom de domaine, sa radiation ou son transfert à votre profit. Mais il y a toute une procédure. Donc, il faut justifier de son droit et je vais vous expliquer comment on peut faire.
Vous pouvez aussi, alors donc il y a cette procédure extrajudiciaire, mais il y a aussi des procédures judiciaires. Moi, 1, 2, 3, mon école vient me voir, on va directement, je fais un référé contrefaçon ou une action en parasitisme. Donc ça, je verrai ça ensuite. Une fois que vous avez vérifié si le nom de domaine choisi est valable techniquement et juridiquement, je vais vous donner maintenant les bonnes pratiques à adopter tout au long de l'exploitation de votre nom de domaine. Vous avez un nom de domaine nickel, mais il faut également faire en sorte qu'il ne soit pas parasité. Donc, premier réflexe, et ça c'est très important, je le dis à tous mes clients, il faut absolument mettre en place une surveillance pour qu'il n'y ait pas de dépôt de marque ou de signes distinctifs postérieurs à l'enregistrement de votre nom de domaine qui va créer une confusion avec lui. Depuis la réforme de 2019, je vous en ai parlé, mais je vous le répète parce que c'est très important, vous pouvez vous opposer au dépôt d'une marque qui serait identique ou similaire à votre nom de domaine réservé antérieurement. Avant, ce n'était pas possible. C'est-à-dire, j'ai déposé un nom de domaine, j'ai demandé à un CPI de mettre une surveillance sur mon nom de domaine, il me dit qu'il voit une demande d'enregistrement. La marque, même si je n'ai pas déposé mon nom de domaine à titre de marque, la marque reprend, crée une confusion, reprend un identique où il y a une similitude, eh ben, je fais une opposition et ça fonctionne. Vous avez, parce qu'il y a des, quand vous adressez à des sociétés privées ou des CPI, il y a des logiciels, moi je n'en ai pas, mais il y a des logiciels de surveillance qui sont extrêmement précis. Alors le coût, alors ça a toujours un coût, généralement c'est 10 centimes par jour et par nom de domaine. Donc si vous avez beaucoup de noms de domaine, ça peut revenir cher, mais tout dépend de la renommée, de la réputation de votre société et de votre site. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, une surveillance. Moi aussi, j'ai une petite question. Oui. Imaginons que Dior ne pose pas de nom de domaine et que finalement Dior, comme on parlait auparavant, le fasse avant. C'est-à-dire que du fait qu'il ait déposé le nom de domaine avant, Dior n'aura pas le droit de créer un nom de domaine. Puisqu'il y aura une... Non, alors Dior aura toujours le droit de créer parce que Dior, la marque, elle est déposée. Donc, du moment que vous avez déposé une marque, le nom de domaine vous appartient quasi systématiquement. Parce que le fait de déposer une marque, ça vous donne un droit de propriété. Vous avez un monopole d'exploitation sur le terme qui désigne la marque. Et vous allez interdire à quiconque d'utiliser ce nom parce que vous l'avez pris en termes de, vous l'avez déposé en termes de marque pour des services ou des produits identiques aux classes que vous avez enregistrées. Quand on dépose une marque, on dépose un nom et ensuite on fait la liste des produits que cette marque couvre ou des services que cette marque couvre. Et généralement, lorsqu'on a une marque très forte, eh ben, on fait quasiment tous les services et produits inimaginables. Alors, bien sûr, si on vend des bonbons, on ne va pas choisir des chaussures, on ne va pas déposer dans une classe relative aux chaussures. Mais, alors, vous avez devancé parce que j'allais dire, première chose, c'est faire une surveillance pour bien vérifier que vos noms de domaine ne soient pas usurpés, copiés, parasités. Et la deuxième chose, déposer votre nom de domaine à titre de marque. Vous allez ainsi obtenir, donc je me répète, un titre de propriété intellectuelle qui va vous conférer un monopole d'exploitation. Une nouvelle action d'ailleurs est ouverte pour protéger les éléments déposés, c'est l'action en contrefaçon qui sanctionne quant à elle l'atteinte à ce monopole d'exploitation et qui ne va pas nécessiter la démonstration d'une faute. J'ai une marque, j'ai un nom de domaine déposé à titre de marque, vous déposez un nom de domaine, donc j'ai dior.fr, vous déposez dior.com, vous avez une action en contrefaçon. Et même lorsqu'il y a une similitude, vous voyez, fior.com, si c'est pour des marques si c'est pour désigner des parfums, alors il faut que ça soit aussi une confusion dans l'esprit des consommateurs. Hein. Si vous faites Fior pour déposer, si vous faites Fior.com
pour nommer un site qui vend, je sais pas, des sucreries, des matelas, etc., il n'y aura aucune action en contrefaçon. Par contre, Fior.com pour des parfums, il peut y avoir un risque. Il y a un délai acceptable ou accepté entre le moment où le nom a été déposé par une société concurrente et le moment où on s'en aperçoit? Alors, en matière d'action en contrefaçon, non, puisque c'est un monopole d'exploitation. Par contre, en matière de parasitisme et de concurrence déloyale, c'est 5 ans maximum. Vous avez une prescription à hauteur de 5 ans. Parce que là, il n'y a pas de droit de propriété. C'est la responsabilité civile qui s'applique, une prescription de 5 ans. Et la différence qu'il y a par rapport à la contrefaçon, c'est que lorsque le nom de domaine n'est pas enregistré à titre de marque, donc on a parasitisme, concurrence déloyale, vous devez prouver la faute de celui qui a déposé un nom de domaine quasi identique avec une similitude. Vous devez prouver sa mauvaise foi, la faute, le préjudice que vous subissez, et le lien entre les deux. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que, encore une fois, deuxième conseil, on dépose son nom de domaine à titre de marque. Le titulaire d'une marque dispose d'un droit d'interdire à tout tiers l'utilisation d'un signe identique ou similaire à la marque qu'il a déposée sur le territoire concerné et pour les produits ou services sélectionnés. On est bien d'accord. Par contre, moi, j'ai été l'avocate pendant très longtemps de Rolex. C'est une marque qui est tellement renommée que si vous mettiez bonbonrolex.com, le simple fait d'utiliser, même pour des produits qui ne sont pas des montres, et ben là, on peut vous poursuivre en contrefaçon. Il faut voir aussi la renommée de la marque. À chaque fois, c'est qu'est-ce que ça va créer dans l'esprit des consommateurs. Est-ce qu'on fait… Alors, quand c'est à l'identique, on ne se pose pas de questions. Quand il y a Rolex, alors je ne sais, Rolex a déposé ses noms de domaine dans tout ce qui était possible et inimaginable. Donc, c'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est à chaque fois, donc, quand c'est à l'identique, pas de question, une action en contrefaçon. Quand c'est similaire, quand ça ne touche pas, il faut voir, est-ce que ça crée une confusion dans l'esprit d'un public normal. Alors, très important aussi, comme il n'existe pas de catégorie nom de domaine lors du dépôt de la marque, puisque vous avez des catégories, quand vous déposez votre marque, il faut choisir des catégories de produits et de services. Donc, moi, je vous recommande d'effectuer le dépôt du nom de domaine à titre de marque dans les catégories de produits ou services que vous comptez présenter sur votre site. Ça, c'est essentiel. Ensuite, très important également et qu'on oublie, c'est de bien renouveler ces noms de domaine. Et là, on peut avoir de très, très mauvaises surprises. Donc, consigne élémentaire, mais parfois omise, ne jamais oublier de respecter la date de renouvellement de la réservation. Donc, la durée, c'est de 1 à 10 ans. Je souris parce que j'ai un client qui a fait cette énorme bêtise. Donc, ce renouvellement peut être automatique. Dans ce cas, il est recommandé de veiller à ce qu'aucune démarche ne soit nécessaire. Donc, généralement, les renouvellements sont automatiques, mais vraiment vérifiez quand même qu'on ne vous demande pas une petite confirmation. Et surtout, parce que pour mon client, ça s'est passé comme ça, privilégiez le prélèvement automatique. Donc, mon client n'a pas n'a pas renouvelé son nom de domaine, parce que j'aime bien être dans la pratique, parce que le règlement se faisait par carte bancaire, et la carte bancaire a expiré. Donc, on privilégie le prélèvement automatique. Alors, pourquoi c'est si embêtant? Parce qu'un nom de domaine non renouvelé a expiré et il est à nouveau disponible à l'enregistrement pour un nouveau propriétaire. Et là, on va avoir du cybersquatting. Donc, en 2020, on a les sociétés Système U, parce que ça peut également arriver à des gros, qui ont remporté, alors ils ont quand même gagné une procédure extrajudiciaire contre un nom de domaine expiré, cybersquatté. Donc, c'était un magasin Super U de Haute-Corse qui n'avait pas renouvelé son nom de domaine. Et donc, il avait expiré et il était réapparu sur un site cybersquatté chinois pour télécharger des applications de vidéos pornographiques et des jeux en ligne.
Donc, voilà. Mais ils ont gagné et ce n'était pas une procédure judiciaire, puisque comme le site était en Chine, ils avaient fait extrajudiciaire parce que si vous avez des sites à l'étranger, pour faire appliquer une décision judiciaire, je sais que c'est compliqué, mais c'est important, il faut demander l'exéquatur du jugement. Un jugement français ne peut être exécuté à l'étranger que si il est exéquaturé, c'est-à-dire que si vous avez une autorisation, et c'est très long, de le faire appliquer dans un pays étranger. Donc après, quand je vais vous parler du choix de la procédure à choisir, généralement, lorsque ce sont des sites qui sont à l'étranger, en Chine, il vaut mieux essayer de faire des procédures extrajudiciaires, qui sont des procédures de règlement amiable. On va directement voir les bureaux d'enregistrement, les offices qui ont en charge de gérer les noms de domaine, et on essaye de trouver une solution. On a aussi, alors les noms de domaine, c'est expiré, c'est aussi l'Eldorado pour vendre la contrefaçon. Donc les noms de domaine expirés sont souvent utilisés par des contrefacteurs chinois, c'est comme ça, qui vendent de faux produits via des boutiques en ligne frauduleuses. Donc, le nom de domaine désormais est détenu par les contrefacteurs qui bénéficient ainsi de la popularité des anciens sites. Vous mettez exactement le même nom de domaine que vous utilisiez, mais ce nom de domaine n'a pas été renouvelé par le propriétaire initial, par le réservataire initial. Donc, vous avez une autre société qui l'a prise, et puis, manque de bol pour vous, c'est des contrefacteurs. Pire, ce sont des escrocs qui vous font croire que vous allez, alors qui copient le site, généralement tout ça est très bien organisé, qui copient l'ancien site, qui vous demandent votre numéro de carte bleue, et puis c'est comme ça qu'il y a de vrais soucis sur Internet. Mais le fait de faire du cybersquatting aussi, ça peut être, en tout cas moi je le déconseille vivement à mes clients, ça peut être également très problématique et ça peut vous coûter cher. Donc, je vais vous donner un exemple. En 2016, on a un arrêt de la Cour de cassation qui a condamné la société Cuivre et Bois à verser 15 000 € de dommages et intérêts à son concurrent Les Vents du Nord. Donc la société Cuivre et Bois avait comme site internet cuivrebois.com et son concurrent c'était lesventsdunord.com. Donc la société Cuivre et Bois proposait la vente et la restauration d'instruments avant dans la même ville que son concurrent. Elle a acheté le 31 décembre 2010, c'est très précis, parce que c'est vraiment un arrêt qui a fait jurisprudence, le nom de domaine lesventsdunord.fr, puisque la société Les Vents du Nord avait oublié de renouveler son nom de domaine, et donc il était tombé dans le domaine public. Elle a pu le racheter. La Cour a jugé, donc la Cour de cassation, a jugé qu'en agissant de la sorte, la société Cuivre et Bois avait eu un comportement déloyal à l'égard de la société Les Vents du Nord, parce qu'en utilisant son site, en tous les cas en renvoyant vers ce site lesventsdunord.fr qu'elle utilisait à la place de la société Les Vents du Nord, elle avait créé sciemment une confusion entre les deux sociétés dans l'esprit d'un public normalement attentif. Donc, il y a eu une condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € et les juges ont considéré que la société Cuivre et Bois avait ainsi contribué à diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l'enseigne et le nom de domaine Les Vents du Nord. Donc, il y a eu radiation, suppression et je crois même transfert. C'est-à-dire que la société Cuivre et Bois a été condamnée à transférer le nom de domaine de Les Vents du Nord qu'elle s'était approprié, de le retransférer, en tout cas de le transférer à la bonne société. Donc, il y a des vérifications à faire, il y a des bonnes pratiques à avoir. Et enfin, je vais terminer mon exposé avec les actions judiciaires et extrajudiciaires vous permettant de protéger vos noms de domaine. Alors, il y a de nombreuses pratiques abusives qui ont vu le jour, dont la plus courante est le cybersquatting et le thibaut-squatting. Alors, je vais vous dire ce qu'est le cybersquatting. Donc, le cybersquatting consiste pour des tiers de mauvaise foi à enregistrer un nom de domaine correspondant à un signe distinctif tel qu'une marque sur lequel ils ne détiennent aucun droit, généralement dans le but de le revendre à prix d'or à son titulaire légitime.
Le Thibault squatting est une forme de cyber-squatting, c'est un peu différent, basée sur la probabilité qu'en recherchant ou tapant l'adresse d'un site Internet, l'internaute est susceptible de faire une ou plusieurs fautes de frappe. Ainsi, un internaute cherchant un site particulier est renvoyé vers un autre site à cause d'une simple faute de frappe. Et là aussi, on peut poursuivre et on peut voire condamner. Donc, on a diverses options pour lutter contre de telles pratiques afin de permettre aux titulaires du nom de domaine de récupérer l'entière jouissance de celui-ci. Et je vais vous expliquer les avantages, avant de les passer en revue, entre une procédure judiciaire et une procédure extrajudiciaire. Alors, avant de choisir quelle est la procédure qu'on va choisir, il faut bien se dire que c'est au cas par cas que ce choix se fait. Alors, ce choix doit se faire en fonction de la complexité de l'affaire, mais aussi en fonction de ce que l'on souhaite obtenir. Alors, les procédures extrajudiciaires, c'est-à-dire qu'on fait des procédures, on va à la FNIC, il y a une procédure liée à la FNIC, ou le RID, ou l'ICANN. Les procédures extrajudiciaires, il faut savoir que leur coût est très inférieur à une procédure judiciaire. La procédure au niveau de la FNIC, c'est 250 € hors taxe. Un avocat sur un dossier comme ça, c'est pas moins de 5 000 €, hein, vraiment, et encore quand c'est facile. Et puis, il faut savoir qu'une procédure judiciaire, c'est toujours aléatoire. On n'est jamais sûr de gagner, il y a un vrai travail, bien vérifier qu'on est dans notre bon droit. Si on n'a pas déposé le nom de domaine à titre de marque, il faut bien vérifier que la personne qui a un nom de domaine qui contrevient à notre nom de domaine est déjà de mauvaise foi. Et ça peut ne pas être le cas. Il faut bien aussi prouver son préjudice, ça peut être compliqué. Il faut savoir également que les procédures extrajudiciaires sont rapides, s'enfermer dans des délais. Alors qu'on sait qu'un procès, ça peut être long. On peut aussi avoir des procédures d'appel. Et concernant l'applicabilité des décisions à l'étranger, la procédure judiciaire nécessite une procédure d'exéquatur lorsque le défendeur n'est pas établi en France, alors que les procédures extrajudiciaires sont immédiatement applicables à l'étranger. Le grand avantage de la procédure judiciaire, c'est que vous allez avoir des dommages et intérêts. Ça, vous ne l'avez pas lorsque vous faites des procédures extrajudiciaires. Mais avant tout, pour pouvoir faire une procédure, il faut trouver le titulaire du nom de domaine. Et depuis la promulgation du RGPD en 2016, c'est devenu très compliqué puisque le RGPD, c'est la protection des données personnelles. Et le principe, alors je vais parler de la FNIC, la FNIC, quand on va faire enregistrer un nom de domaine, le principe, c'est que vos coordonnées personnelles, sauf si vous voulez qu'elles soient indiquées, sont anonymisées. Donc, vous avez, je vais parler que du .fr, .re, voilà. Donc, vous voulez intenter une action, en tous les cas, vous voyez que vous avez un souci avec un nom de domaine qui vient d'être enregistré. Donc, vous allez d'abord consulter la base WHOIS disponible via le site de la FNIC qui permet gratuitement d'obtenir des informations administratives sur le titulaire du nom de domaine, avoir son nom, sauf si c'est anonymisé, et les divers contacts qui y sont associés. Si les coordonnées sont en diffusion restreinte, donc anonyme, la FNIC propose une procédure spéciale via un formulaire de demande de divulgation de données personnelles afin d'obtenir sous certaines conditions les coordonnées du titulaire du nom de domaine. Alors pourquoi c'est important? Comme je vous l'ai dit, tout est cher, les avocats. Donc moi, généralement, lorsque j'ai un client qui vient me voir, on fait tout pour obtenir le nom du titulaire du nom de domaine qui nous gêne et je lui fais une mise en demeure. On essaye de voir comment on peut négocier face-to-face ou obtenir un accord de coexistence également. On peut très bien se partager un marché. On peut demander une redevance. On n'est pas obligé non plus de sortir l'artillerie lourde à chaque fois. Moi, la première étape, c'est déjà de voir concrètement, amiablement, directement avec le titulaire du nom de domaine, comment on peut faire. Donc, on va essayer de trouver son nom. Mais attention,
par rapport à cette procédure spéciale, ce formulaire de demande de divulgation de données personnelles, l'AFNIC n'accédera à votre demande seulement si le nom de domaine litigieux reprend à l'identique ou quasi à l'identique une marque antérieure, votre marque antérieure enregistrée en France, ou des signes antérieurs. Donc, ça peut être votre dénomination sociale, votre raison sociale, votre nom commercial et votre nom de domaine antérieur. Et si vous voulez obtenir le nom du titulaire d'un nom de domaine, mais que tout ce que vous avez fait après, c'est postérieur, là, vous allez avoir une vraie difficulté. L'AFNIC refusera de lever l'anonymat si le nom de domaine litigieux a été enregistré donc antérieurement à la date du dépôt de la marque ou antérieurement à la date d'immatriculation de votre société. Et là, vous vous retrouvez coincé. C'est embêtant parce que vous voyez, vous pouvez très bien avoir des cybersquatteurs. Vous pouvez avoir un nom de domaine qui n'est quasiment pas utilisé ou très peu et qui vous bloque pour faire plein de choses. Si vous ne remplissez pas ces conditions-là, et là, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas le nom du titulaire. Donc, vous ne pouvez pas signer, vous ne pouvez pas avancer. Si les coordonnées du titulaire sont inexactes ou plus à jour, c'est-à-dire vous arrivez à les avoir, sauf que maintenant, vous voulez assigner et vous vous apercevez que c'est plus à jour, là, il est possible de demander auprès de l'AFNIC l'ouverture d'une procédure de vérification pour contrôler d'une part l'éligibilité du titulaire du nom de domaine à la charte de dommage et d'autre part sa joignabilité. Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que rien n'est impossible. Vous avez un nom de domaine qui vous embête, vous voyez, pour les raisons que je viens d'énoncer, que vous n'arrivez pas à obtenir le nom du titulaire, vous ne vous arrêtez pas là. Vous demandez une vérification supplémentaire. Vous avez un nom, ça ne correspond pas à grand-chose, on ne s'arrête pas là. On retourne voir l'AFNIC et on dit à l'AFNIC, les coordonnées du titulaire sont inexactes. Maintenant, on va lancer une procédure de vérification. C'est très important parce que durant la procédure de vérification, le nom de domaine litigieux est gelé pendant une période de 30 jours. Aucune opération sur le nom de domaine n'est possible, puis bloqué pendant une nouvelle période de 30 jours. Le nom de domaine est inopérant. Ça veut dire qu'il disparaît des moteurs de recherche. À l'issue du délai de 2 mois, le titulaire du nom de domaine qui n'a pas justifié ou corrigé ses coordonnées verra la totalité de son portefeuille de nom de domaine supprimé avec un effet immédiat. Donc, allez voir le site de l'AFNIC, vous avez plein de pistes. Les directeurs juridiques, les DAF, vous avez matière à avancer déjà et à regarder les procédures. Alors, je vais d'abord vous parler des procédures judiciaires mises à votre disposition. Ça, c'est important. Vous avez trouvé le titulaire. Vous êtes bien sûr de votre droit et donc il y a plusieurs fondements juridiques. Alors il y a une quantité de pratiques abusives, mais on a des fondements juridiques pour agir devant les tribunaux qui restent quand même très limités. Donc on a la contrefaçon, si votre nom de domaine a été déposé à titre de marque, la concurrence déloyale ou de parasitisme, si votre nom de domaine n'a pas été déposé à titre de marque, les pratiques commerciales abusives, dont la pratique commerciale trompeuse. Remarque très importante, il est impossible de forcer le titulaire d'un nom de domaine à le rétrocéder sans preuve de l'atteinte portée. Donc, la première des choses, et c'est ce que je dis à mes clients, c'est de faire des constats d'huissier. Un nom de domaine, vous faites des constats d'huissier des pages Internet auxquelles mène le nom de domaine litigieux en prévision d'une action future. Vous n'attendez pas. Constat d'huissier, c'est facile, c'est simple. Ici, il y a des huissiers qui le font. Donc, vous avez déjà la preuve de l'infraction. Vous l'avez. Donc, ensuite, bien vérifier avant d'assigner la compétence des juridictions françaises. Les noms de domaine présentent par essence un caractère transnational. Ainsi, lorsque l'on décide de passer par la voie judiciaire, il convient dès le départ de se demander si la juridiction française est territorialement compétente. Pour que cela soit le cas, il faut que le site en question soit destiné au public français et non pas simplement accessible depuis la France. C'est très important.
Si le site permet au consommateur d'utiliser une langue étrangère ou une monnaie étrangère, c'est un critère pertinent pour déterminer la volonté du site de diriger son activité vers un autre public que le public français. Donc là, territorialité, je ne suis pas sûre que vous puissiez assigner devant une juridiction française. Et si on se plante de juridiction, ça vous fait beaucoup de frais pour rien du tout. Alors, un autre exemple, cour de cassation, c'est intéressant. 17 janvier 2012, là, on avait la rédaction d'un site en français, mais qui ne visait pas le public français, il visait le Québec. Et donc, on avait assigné devant une juridiction française et l'action a été déclarée irrecevable. À l'inverse, un site Internet étranger proposait une traduction française de son contenu et un de ses distributeurs des produits était basé en France et visait le public français. Là, on avait une extension en .it, donc c'était un site italien, et le juge français a été jugé compétent. Ça répond avec le site chinois, etc. Les différentes actions judiciaires. Alors, on peut aller très très loin. On peut faire des actions en référé, mais il ne faut pas s'y oublier. Donc, il y a 3 possibilités d'actions en référé. On a le référé classique, je vais vous résumer, le référé contrefaçon et le référé Internet. Alors, l'action en référé classique, c'est une procédure d'urgence. Donc, il faut dire qu'il y a un dommage imminent qui est très fréquemment utilisé pour tout ce qui est litige sur Internet, donc l'urgence ou le trouble manifestement illicite. Donc là, on a un président du tribunal qui va être saisi et qui va ordonner une mesure provisoire. Vous serez obligé d'assigner au fond derrière, mais au moins une mesure provisoire pour faire cesser l'atteinte à votre propre nom de domaine. L'ordonnance est exécutoire immédiatement, ça c'est très important, et généralement, l'action en référé va vous permettre de venir faire un blocage du nom de domaine, c'est-à-dire le nom de domaine va être bloqué s'il y a urgence. Sachez que si vous arrivez à prouver le trouble manifestement illicite, le juge va pouvoir ordonner le transfert du nom de domaine litigieux à votre bénéfice. Donc, vous avez cette première action, il y a urgence et il y a trouble manifestement illicite. J'ai un site, alors trouble manifestement illicite, je vais prendre, c'est complètement abstrait, mais j'ai un site dior.com, il y a un autre site, c'est dior.fr, qui a été mis en place et le site renvoie vers un site contrefacteur avec des contrefaçons de mes produits. Là, j'ai un trouble manifestement illicite, on arrête tout de suite. Ensuite, on a le référé contrefaçon. Alors ça, ce référé classique, ça vaut même lorsqu'il n'y a pas forcément de contrefaçon. Ça peut être du parasitisme, de la concurrence déloyale. C'est le référé classique. Ensuite, vous avez un référé contrefaçon. Donc, quand il y a une contrefaçon, c'est celui-là qu'on va prendre. Lorsque vous avez déposé votre nom de domaine à titre de marque, et là, il sert à obtenir donc, des mesures d'interdiction, des poursuites, des actes allégués de contrefaçon avant toute procédure, donc le blocage du site, le transfert du nom de domaine. Donc, c'est la même chose, mais là, c'est lié à une contrefaçon constatée. Très important et tout. N'oublie le référé Internet. Le référé Internet, ça date de 2004, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Là, ce que vous allez demander et qui vous allez poursuivre, ce sont les hébergeurs et les fournisseurs de sites Internet. Il faut faire très attention. Ce n'est possible que si le nom de domaine a été déposé à titre de marque. Vous ne pouvez pas le faire si ce n'est pas le cas. Et donc là, vous allez demander à ce que le nom de domaine, le site accessible via ce nom de domaine, ne soit plus du tout accessible. Et vous allez contraindre judiciairement par ce référé les hébergeurs et les fournisseurs d'accès Internet de déférer à votre demande. Ensuite, vous avez les actions au fond. Donc là, le référé, c'est vraiment des mesures provisoires. C'est pour tout bloquer tout de suite et très vite. Mais ce n'est pas suffisant. Vous avez subi un préjudice. Vous voulez avoir des dommages et intérêts, voire même des sanctions pénales. En matière de contrefaçon, on peut attaquer au civil, mais on peut aussi
demander des sanctions pénales. Vous voulez également mettre une bonne raclée, entre guillemets, aux contrefacteurs. Vous souhaitez avoir la publication du jugement. Donc, c'est très important d'avoir une procédure au fond où on reconnaît votre préjudice, où on ordonne la radiation du nom de domaine, ou en tous les cas qu'on confirme la radiation du nom de domaine, qu'on ordonne son transfert et que tout ça soit bien publié dans les journaux locaux pour stigmatiser l'attitude de cette société. Donc, on a la contrefaçon de marque. Donc, si un nom de domaine reprend une marque enregistrée antérieurement, le titulaire de la marque peut agir en contrefaçon. Vous avez deux situations. Le nom de domaine reprend la marque à l'identique et est exploité en relation avec des produits ou services identiques. Ben là, vous interdisez purement et simplement l'usage du nom, l'usage non autorisé de votre marque. Vous avez un nom de domaine qui reprend de façon similaire, donc ce n'est pas à l'identique, mais de façon similaire, votre marque qui est exploitée pour des produits et services similaires, et bien là, il y a un risque de confusion dans l'esprit du public. Pareil, vous allez vous opposer à toute reproduction, imitation ou usage de votre marque pour des produits ou services similaires. Donc ça, vous avez ces deux actions. Alors, les sanctions en cours, comme je vous l'ai dit, des dommages et intérêts, la publication du jugement, en tous les cas, quand c'est pour mes clients, je la demande systématiquement, l'annulation de l'enregistrement du nom de domaine, ça peut être le cas, l'interdiction d'utiliser le nom de domaine, c'est au choix, hein, c'est vous qui voyez, la radiation du nom de domaine, la suppression du nom de domaine. Vous avez tout ça. Comme je vous l'ai dit, on a un article du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit également des sanctions pénales pour la contrefaçon. Et vous pouvez également avoir la confiscation, et ça aussi on oublie, moi je le demande aussi, des recettes qui ont été obtenues grâce à l'utilisation de ce site internet avec ce nom de domaine qui a contrefait votre marque. Parce que moi je pars toujours du principe qu'il y a eu un détournement de clientèle. Donc, le détournement de clientèle, je demande à la personne qui est en face de moi le chiffre d'affaires, en tous les cas, je fais sommation, le chiffre d'affaires réalisé grâce à ce nom de domaine, surtout quand les produits sont vraiment strictement identiques. Et je pars du principe que c'est le chiffre d'affaires que mon client aurait fait et on gagne. Et on gagne vraiment avec des montants qui sont importants. En matière de contrefaçon, je ne suis pas obligée de prouver la faute. Alors qu'en matière de parasitisme, donc là, c'est l'action en responsabilité civile, parasitisme, concurrence déloyale, eh ben, il faut que je prouve la faute, la mauvaise foi. Ensuite, mon préjudice et le lien de causalité. Alors, s'agissant de la concurrence déloyale, il faut que les entreprises soient en situation de concurrence. En matière de marque, voilà, Rolex, je ne suis pas obligée d'être en situation de concurrence avec le site Internet. Là, quand je suis sur le fondement de la concurrence déloyale, eh ben, il faut que ça soit une entreprise qui soit concurrente. Donc, le nom de domaine doit être utilisé dans un secteur identique ou similaire au vôtre. Il est nécessaire pour engager la responsabilité du titulaire du nom de domaine litigieux que ce dernier soit exploité et provoque ainsi un risque de confusion. Comme vous n'avez pas enregistré votre nom de domaine à titre de marque, si le nom de domaine n'est pas exploité, eh bien, vous n'avez pas de préjudice. Donc là, vous êtes un peu coincé. On applique alors le droit commun, je vais me répéter, des articles L240 et L241 du Code civil, lesquels nécessitent d'apporter la preuve de 3 éléments. Une faute, intentionnelle ou de négligence, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice. On peut aussi se fonder sur le parasitisme quand les sociétés ne sont pas en situation de concurrence. Donc, le parasitisme, ça sanctionne l'ensemble des comportements pour lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans bourse déliée de ses efforts et de sa renommée. C'est-à-dire, je ne suis pas concurrent, mais il y a un nom de domaine qui véhicule beaucoup de trafic, qui est réputé. Eh ben, je me dis, je vais me mettre dans le sillage de ce nom de domaine et je vais l'utiliser pour d'autres services et produits. Mais là encore, eh ben, il y a une possibilité d'action. Sachez que, donc je me répète, l'action doit être intentée dans un délai de 5 ans
à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action. Donc, il y a une prescription. Les sanctions encourues, donc c'est la même chose que pour la contrefaçon, sauf qu'il n'y a pas de sanction pénale, des dommages et intérêts, l'annulation de l'enregistrement, transfert du nom de domaine, interdiction d'utiliser le nom de domaine, la radiation du nom de domaine, la suppression du nom de domaine, la publication du jugement peut être également ordonnée. Donc vraiment, l'intérêt des procédures judiciaires, c'est les dommages et intérêts. Dans sa charte, l'AFNIC, ça c'est important, s'engage à supprimer ou à transférer un nom de domaine à la suite d'une décision de justice revêtue de l'exécution provisoire ou investie de la force jugée qui lui est signifiée. Donc n'oubliez pas, vous avez votre décision, vous avez obtenu vos dommages et intérêts, mais pour que ça soit vraiment exécutoire et qu'il y ait radiation, transfert, la décision doit être signifiée à celui qui a perdu le procès, mais également à l'AFNIC. Sinon, on va rester comme ça. On a aussi l'assignation pour pratiques trompeuses, et pas que les consommateurs, les professionnels également. Donc, on a un article qui est l'article L121-1.1 du Code de la consommation qui dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes. Et donc, l'une des circonstances, c'est lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent. Un nom de domaine, c'est un signe distinctif, c'est votre signe distinctif. Donc, l'exploitation d'un nom de domaine, objet d'une confusion, l'exploitant d'un nom de domaine qui crée une confusion, l'exploitant d'un nom de domaine qui constate qu'un autre nom de domaine crée une confusion dans l'esprit de ses clients peut agir en justice. Pas que le consommateur, vous pouvez également le faire. Et comme je vous l'ai dit, il y a des sanctions. Donc, c'est un délit pénal, 2 ans de prison maximum et 300 000 € d'amende. Ça, c'est aussi une façon également de poursuivre des noms de domaine litigieux, en tous les cas des titulaires de noms de domaine litigieux. Ensuite, vous avez, c'est important, mais ça ne va pas être très long, les procédures extrajudiciaires. Alors, la procédure Cirelli, qui est très importante, c'est la procédure que vous pouvez initier via l'AFNIC. Donc, c'est l'article L45.2 du Code des postes et des communications électroniques qui prévoit que l'AFNIC peut refuser d'enregistrer ou de renouveler un nom de domaine, je vais vous citer, susceptible d'être contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou à des droits garantis par la Constitution ou la loi, susceptible de porter atteinte à des droits de la propriété intellectuelle ou de la personnalité, identique, alors susceptible des noms de domaine identiques ou apparentés à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Donc, c'est important de voir que vous pouvez non pas aller devant les tribunaux, mais aller directement vous adresser à l'AFNIC lorsque vous êtes dans l'un de ces 3 cas. Donc, contraire, illicite, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou de la personnalité, ou encore, alors la République française, etc., où on n'est pas vraiment concerné, on est entre chefs d'entreprise, là. Donc, la procédure Cirelli est rapide, puisque l'AFNIC doit statuer dans les 2 mois de la réception de la requête. Vous allez faire une requête, plutôt votre avocat. L'AFNIC va geler toutes les opérations sur le nom de domaine en litige dès réception de votre requête, pour la durée de la procédure alternative de résolution du litige. Donc, alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'abus, parce que ça peut se retourner contre vous. Il y a quand même un préjudice. Donc, les frais sont de 250 € simplement. Et c'est à vous de démontrer votre intérêt à agir. Et il y a des conditions qui vont être exigées. Donc, ça, vous allez regarder sur le site de l'AFNIR, de l'AFNIC. Donc, il faut remplir des conditions, donc prouver que vous êtes bien titulaire d'un nom de domaine qui est valable, techniquement et juridiquement, et vous allez lancer votre procédure. Lorsque la demande est fondée, l'AFNIC ne peut prononcer que 2 sanctions, la radiation ou le transfert du nom de domaine, ou son non-renouvellement. Il n'y a pas de dommages et intérêts. Ça, vous avez cette procédure.
Alors, il faut savoir que l'AFNIC ne dispose d'aucune autorité sur les noms de domaine génériques tels que .com, .net, .org, sur les extensions génériques dont j'avais parlé, les nouvelles, .pizza, .paris ou de marque, .sncf. Donc, d'autres organes vont prendre le relais si vous voulez rester dans tout ce qui est procédure extrajudiciaire. Donc, on a la procédure UDRP, qui est assez limitée, qui ne s'adresse qu'aux titulaires de marque antérieure à la réservation du nom de domaine. C'est encore une fois, toujours le réflexe, mon nom de domaine, je l'enregistre à titre de marque parce que vous voyez que vous pouvez être bloqué sur des actions extrajudiciaires. Donc, on a plusieurs organismes qui sont agréés pour traiter ce type de litige. On a le Centre d'arbitrage et de médiation, on a l'OMPI, l'ENA. Et dans ces cas-là, il y a toujours 3 conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine. Donc, le nom de domaine litigieux doit être identique ou semblable à votre marque au point de prêter à confusion. Le titulaire ne doit avoir aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il ne faut pas que ça soit son nom personnel, par exemple. Le nom de domaine doit être enregistré et utilisé de mauvaise foi. C'est-à-dire que vous avez banque, un nom de domaine va être enregistré, vous avez quelqu'un qui vous dit moi je vais enregistrer le nom de domaine, sauf si vous le rachetez, je suis sur le point 2, non, vous ne pouvez pas faire d'action, il faut vraiment constater que le nom de domaine est enregistré. Alors, vous pouvez avoir des détails sur ces autres procédures extrajudiciaires en allant sur le site de l'OMPI. C'est intéressant d'y aller. Alors, il n'est jamais obligatoire pour ce type de procédure de recourir à un avocat. Mais moi, je vous le conseille, c'est quand même plus prudent de se faire conseiller par un spécialiste. Et il existe des cabinets spécialisés en droit de l'Internet qui sont vraiment spécialisés, qui ne sont pas des avocats, mais pour faire ces procédures extrajudiciaires. Et enfin, pour l'extension européenne .eu, vous avez la procédure ADR, dont le régime est identique à la procédure UDRP et qui concerne les noms de domaine en .eu. Donc, il faut avoir enregistré votre nom de domaine à titre de marque pour pouvoir utiliser cette procédure extrajudiciaire. Donc, voilà. J'ai fini. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais savoir c'était quoi l'organe pour les sites en .com. Alors je vous l'ai dit, c'est le .com, c'est non du tout. Je crois que c'est l'ICANN. On a l'AFNIC, le RIT pour point. Voilà. Ouais, c'est l'ICANN. Et aussi, du coup, quand on fait de la surveillance, du coup, ça c'était par un CPI, c'est ça? Alors, un CPI ou un cabinet spécialisé. Il y a des entreprises privées qui se chargent de faire cette surveillance. Okay. Et pour les dépôts de marque? C'est l'ICANN pour les .com, .net, .org. Et pour les dépôts de marque, tout se passe comment alors? Ça, c'est le sujet d'un autre séminaire. Alors, non, mais le dépôt de marque, moi, je fais du dépôt de marque. Donc, vous venez me voir. Un avocat. Alors, soit un CPI, soit un avocat. Moi, je fais beaucoup de dépôts de marque. Donc, j'ai mes clients, parce que je fais des créations de sociétés. Donc, toujours le principe, c'est l'unicité des signes distinctifs d'une entreprise. Vous venez me voir, vous avez un nom de société. Alors, soit la dénomination, ça peut être les initiales des associés, mais quand c'est ça, vous avez un nom commercial. Toujours le nom commercial, je dis nom commercial, dépôt de marque, parce qu'il va y avoir ensuite le nom de domaine, l'enseigne. Donc, vous venez me voir et je fais donc la recherche de similarité sur l'INPI. Et après, je vois, je conseille, je regarde, on essaye de modifier certaines choses, mais on le fait très en amont. Moi, mon conseil, c'est vous créez une société, vous vérifiez tout à ce moment-là. Puisque déjà, quand vous choisissez la dénomination sociale d'une société, il faut que vous vérifiez que cette dénomination sociale ne soit pas déposée à titre de marque. Donc, faites un package. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur Zoom, est-ce qu'il y a des questions?
Très bien. Est-ce que vous nous laissez vos coordonnées Oui, je peux vous donner mes cartes. Oui. Super, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Oui. Pas de souci. Tenez, top. Merci. Eh bien, merci pour cette intervention. Voilà, Merci sur à le vous. domaine. Ouais. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ouais.